Je vais vous interrompre. Bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver fidèles pour ce nouveau rendez-vous de nos dîners littéraires bruxellois ici à la Maison de la Francité. Alors j'insiste sur la longévité, c'est la 11e saison que j'ai le plaisir d'animer cette formule. Et pour entamer cette année 2026, j'ai demandé à Arnaud Delacroix d'être des nôtres. Je crois avoir bien fait au vu de la salle remplie. Donc merci déjà Arnaud d'avoir... Merci au public. Merci à vous d'être là. Surtout. Ouais. Alors pour ce dialogue, j'ai pris le parti de déambuler, hein, je te l'avais dit, à travers certains de tes titres, de tes livres. Alors vous allez me dire, j'avais l'embarras du choix, au vu d'une bibliographie assez importante, hein, qui ferait peut-être pâlir les plus prolifiques des historiens, une trentaine d'ouvrages publiés, d'essais à la fois historiques, d'essais critiques, des scénarios de bande dessinée, sans compter quelques fictions et puis des textes périphériques comme articles, etc. Et donc, en plus de ça, ton actualité est assez riche, hein, c'est dense, puisque en 2025, tu as publié un essai sur l'esthétique et l'érotisme nazi aux éditions universitaires de Mons, dans la collection Symbolique. Également la BD dont on va parler, Les Rois des Belges, sortie vraiment fin 2025. Hein. Exact. Et qui vient d'être réimprimé. Alors oui, c'est ça. Oui. 3e tirage. Donc en 3 mois, quoi. Exact. Et une version en néerlandais qui va être, ben voilà. qui va être réimprimée également. C'était une question, donc c'est bon. En collaboration donc avec Jean-Philippe Thivet et le dessinateur Vicente Cifuentes, mais d'autres textes, comme je pense à la Seconde Guerre mondiale en bande dessinée qui date de 2024, etc. Plein d'autres livres. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns dont qu'on évoquera ou qu'on tentera d'évoquer, notamment ce très beau livre, La franc-maçonnerie dévoilée, qui est sous forme de BD, mais qui est un peu la même formule d'ailleurs que Les Rois des Belges. On y reviendra toujours au Lombard. L'érotisme au Moyen-Âge, ce texte que vous connaissez sans doute, qui a été réédité plusieurs fois et traduit en plusieurs langues. Un texte d'Arnaud que j'aime beaucoup, Les 13 livres maudits, qui en appelle un autre, mais on dira un petit mot à la fin, parce qu'on a déjà en primeur des textes qui ne sont pas encore parus. Donc voilà, ça vous donne une petite idée. Donc, mais malgré tout ça, malgré cet éclectisme apparent, ben, vous connaissez sans doute les thématiques qui sont chères, les centres d'intérêt privilégiés d'Arnaud, mais on peut aisément les identifier à la lecture de la bibliographie, de ta bibliographie. L'histoire, ou plutôt même la contre-histoire, mais on y reviendra. En tout cas, celle qui tend à révéler peut-être une vérité cachée, ou des vérités cachées. Il y a le sous-titre d'un de tes livres qui correspond un petit peu à cette démarche, qui s'intitule La réalité derrière le mythe, qui est un sous-titre d'un de tes livres consacré aux Templiers. Donc l'histoire, la bande dessinée, bien sûr. Je rappelle qu'Arnaud Delacroix a été responsable éditorial, notamment chez Casterman. Et puis, troisième axe, troisième centre d'intérêt, évidemment, l'occultisme, l'ésotérisme, les sociétés secrètes. Hein, tu as écrit beaucoup sur les Templiers, sur les Illuminati. Et effectivement, mais c'est un peu facile, mais quand on s'appelle Delacroix, il y a peut-être là déjà une prédisposition à ce centre d'intérêt. Mais enfin, on y reviendra, on verra peut-être avec toi. Et donc, avant de plonger avec toi dans ces 3 champs d'action qui composent ton alchimie personnelle, on peut revenir peut-être brièvement sur ton parcours, parce que dans tous les 4e de couverture, on a cette formule philosophe de formation et historien par passion. Ouais. Alors, évidemment, hormis peut-être un texte que tu as publié, un texte critique sur Roland Barthes au tout début, qui n'était pas d'ailleurs en plus philosophe, Barthes, mais enfin soit. Mais à quel moment est-ce que tu bascules finalement de la philo vers l'histoire? Et est-ce que peut-être un philosophe qui t'a donné l'impulsion, peut-être, de bifurquer vers l'histoire?
Bon, j'ai eu la chance, le privilège, je vais dire, lorsque j'étais étudiant en philosophie, d'avoir un semestre de cours avec Michel Foucault, philosophe français, et il a entamé ce semestre en nous disant: il y a une question que je vous interdis de poser. Est-ce que je vais parler ici en tant que philosophe ou en tant qu'historien? Parce que ça a été un grand débat. Il s'est intéressé à des matières historiques. Il a plongé dans les archives, notamment dans sa fameuse Histoire de la folie à l'âge classique, mais aussi d'autres ouvrages. Et il a commencé à mélanger les genres. Et donc, il a vu se lever contre lui à la fois toute une série de philosophes qui lui ont dit: mais c'est pas un philosophe d'aller s'intéresser à l'histoire, et toute une série d'historiens. Et puis, il y a aussi des historiens qui ont pris sa défense et qui ont même carrément écrit parfois un ouvrage entier pour prendre la défense de sa démarche. Alors, je ne vais pas me comparer à Michel Foucault, ça serait un petit peu immodeste, mais c'est peut-être une source d'inspiration, effectivement. J'ai été marqué, je crois, par son enseignement. Et ça m'a peut-être encouragé, moi aussi, à mon tour, à mélanger les genres. Voilà. Mais avant tout, je pense que j'ai travaillé toutes ces années comme essayiste ou comme scénariste en bande dessinée, mais ce sont des bandes dessinées avec un grand substrat historique. Les Rois des Belges, par exemple, ou la Seconde Guerre mondiale, et il y a d'autres choses en préparation. Mais eh bien, tous ces travaux sont des travaux qui effectivement mélangent les genres. Et donc c'est ça qui m'a intéressé. C'est un peu un concept qui est un peu comme une ligne rouge qui dirige tout mon travail. C'est le concept d'ambivalence. Voilà, j'aime pas les choses manichéennes, toutes blanches ou toutes noires. J'aime bien mélanger les choses, montrer les différentes faces, les différentes facettes de certains phénomènes, à l'encontre des idées reçues. Tu parlais tout à l'heure, si on peut se tutoyer, de contre-histoire. C'est peut-être dans ce sens-là une expression qui a toute sa signification, effectivement. Montrer que contre l'histoire admise, reçue, stéréotypée, il y a moyen de creuser. Et c'est ce qui me passionne dans le domaine historique, c'est que l'histoire, c'est... j'ai employé une expression anglo-saxonne, un work in progress. C'est quelque chose un travail de recherche, de sape, un travail labyrinthique qui ne s'arrête jamais. Sinon, on en aurait fini avec les Templiers depuis très longtemps. Il n'y aurait plus rien à dire sur Jeanne d'Arc ou sur Adolf Hitler. Or, au contraire, je crois qu'on peut toujours revenir sur le sujet, soit en découvrant de nouvelles sources, soit, et c'est ce qui fait l'essentiel de mon travail de synthèse, en les interprétant d'une manière différente, et notamment à la lumière des événements récents. Et je pense que l'histoire, moi je la visite pas comme on visite un musée, quoique les musées aient beaucoup évolué ces dernières années, mais je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, et je pense que le grand vent de l'histoire s'est levé, et il souffle en rafale pour le moment, mais c'est la résultante de tout un processus, et c'est ça l'histoire. Nous sommes, voilà, aujourd'hui au présent, et le futur qui s'annonce, tout ça, c'est un lien direct avec ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Voilà, là je suis en train de travailler un très gros chantier pour le moment sur lequel je travaille, c'est la guerre froide, donc de 1945 à 1991 et peut-être au-delà. Je crois que je vais aller jusqu'à aujourd'hui puisqu'on parle de retour de la guerre froide, et il est passionnant et patent de voir qu'on retrouve toutes sortes d'éléments. Par exemple, le fameux conflit aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine autour de Taïwan, mais il ne date pas d'hier. Hein. C'est un conflit qui était déjà présent, par exemple, sous Nixon et Mao Tse-tung. C'est pas quelque chose de nouveau du tout, etc. Donc voilà, petit excursus, mais pour dire voilà la façon de voir les choses. Ouais. Alors on va revenir à ces marges de l'histoire que tu explores au fil du temps, mais je voudrais quand même juste encore dire un petit mot sur les périodes, sur la période finalement qui domine un peu tes travaux, savoir le Moyen-Âge, qui est une période importante. Hein, quand on survole ta bibliographie, on le comprend aisément. Je rappelle évidemment cet ouvrage, l'érotisme au Moyen-Âge,
que j'ai relu, que j'avais lu à l'époque, que j'ai relu dans une nouvelle édition, qui a été publié plusieurs fois, réédité. Oui, j'ai une chance avec ce livre, il date Oui. de 1989 et il est toujours réimprimé. Il a été traduit en Allemagne, au Portugal, en Espagne, au Japon, enfin c'est en Allemagne, etc., etc. Dans les pays de l'Est, beaucoup à Tallinn, en Estonie, etc. Et donc c'est devenu, je veux pas dire un classique parce que ça serait aussi un peu immodeste, mais en tout cas un long-seller. Voilà, ce qui est rare aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de livres sortent, ils sont mis en place. J'ai travaillé dans l'édition, je sais ce qu'il en est. Et 6 mois plus tard, eh bien, ils sont retournés chez l'éditeur. Bon, et celui-là, depuis 89, il est toujours réimprimé. C'est devenu, oui, effectivement, un ouvrage qui, petit à petit, fait référence, quoi. Donc, voilà. Et qui a été aussi discuté, controversé, bien entendu. Et il m'intéressait par rapport au Moyen-Âge, justement, parce que érotisme et Moyen-Âge, ça paraît deux concepts, on va dire, totalement contradictoires, quoi. On imagine très très mal le Moyen-Âge comme une période érotique. Et donc c'est ça qui m'intéressait, justement, c'est de montrer qu'au contraire, il y a eu une perception très singulière du désir, de l'amour et du corps au Moyen-Âge. Et notamment l'invention de ce qu'on a appelé l'amour courtois, et c'est-à-dire d'une forme de respect par rapport à ce qu'on a appelé la dame, qui est un mot qui vient du latin. Vous savez que la langue savante au Moyen-Âge, qui est aussi la lingua franca, c'est-à-dire la langue qui permettait de communiquer au plan scientifique, un peu l'équivalent de l'anglais aujourd'hui, dans le domaine scientifique, c'était le latin. Il y a un latin médiéval qui a été pratiqué pendant 1000 ans après la chute de Rome en 476 de notre ère. Pendant un millier d'années, il y a un latin qui a été pratiqué dans le domaine savant. Et le mot dame vient directement du latin, c'est la domina, c'est-à-dire le seigneur au féminin. Dominus, c'est le seigneur au masculin. La domina, et ce mot domina dérive de là le mot français, la dame. Ça veut dire qu'il y avait un rapport aussi de supériorité de la dame par rapport à l'homme qui se voyait comme son vassal. C'est quelque chose de très particulier. C'est un des éléments que j'aborde dans ce livre, l'érotisme au Moyen-Âge. Oui, c'est trop bien, oui. Mais alors... Mais alors, en reprenant ces 3 thématiques qui reviennent chez toi, et en lisant un entretien que tu avais donné, où tu parlais de cette dilection, cette appétence pour le Moyen-Âge, qui vient de l'enfance, finalement. Tu parlais de cet imaginaire, c'est un article où tu parlais de Thierry Lafronde, notamment. De Thierry Lafronde, oui. Ah oui. Et, non, oui, ok. Je me suis rendu compte, finalement, que ces 3 champs d'investigation ont un rapport à l'enfance. Oui, non, le Moyen-Âge, la bande dessinée, oui, non, c'est vrai. Et bien sûr ce qui est secret, ce qui est dissimulé, caché, que l'enfant veut connaître. C'est pas mal. Ouais. non, c'est vrai. C'est vrai. Là, je gagne un point. C'est vrai que étant enfant, voilà, j'ai une grand-mère. Ma mère est d'origine ardennaise, Stavelot, le pays. Ouais, les mystères de l'Ardenne, les forêts, tout ça, le sanglier des Ardennes, les Galapias, enfin bon, le château de Reinhardstein, l'abbaye de Stavelot. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai passé énormément de temps là-bas. Et effectivement, on jouait à Thierry Lafronde. C'est un feuilleton qui, voilà. En plus, l'acteur Jean-Claude Drouot, il était d'origine belge. C'est quand même incroyable parce que c'est un des premiers grands feuilletons français. Hein. Jusque-là, l'ORTF diffusait des feuilletons traduits de l'anglais ou de l'américain. Mais là, pour la première fois, il y a eu un feuilleton populaire français qui était au départ destiné aux enfants ou aux préadolescents et qui très vite a aussi séduit le public adulte. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ça montre que nous avons tous peut-être en nous une dimension d'enfance. Voilà. Et donc on jouait à Thierry Lafronde dans les Ardennes, Jean-Claude Drouot. Et j'ai fini par rencontrer un jour Jean-Claude Drouot, qui était très très sympathique. Et je lui ai dit, c'était dans une interview où j'étais à la radio, à la RTBF, et il est arrivé dans le studio juste après moi. Et je lui ai dit, monsieur, je vous admire, je vous respecte, vous m'avez fait rêver quand j'étais enfant. Et il m'a dit, je suis pas si âgé que ça quand même. J'ai jamais oublié cette réaction qu'il a eue.
Enfin voilà. Mais donc effectivement, et alors dans l'adolescence, ma mère, qui était une grande lectrice, m'avait prêté les livres des Rois maudits de Maurice Druon. Et waouh, là j'étais complètement sonné. Ce sont des ouvrages, alors on l'oublie un peu aujourd'hui, mais ce sont des ouvrages collectifs. C'est signé Maurice Druon, mais en fait il y avait toute une équipe derrière, notamment des historiens, une femme écrivaine d'origine belge aussi. Ils étaient 6 ou 7 dans cette affaire. C'est comme ça qu'ils, pendant les premières éditions, il y avait 2 volumes par an, etc. Et c'est extrêmement bien documenté. Et donc, il y a un jeune historien français, d'ailleurs, qui a fait une enquête sur les Rois maudits de Maurice Druon et qui montre qu'il y a quasi pas, ou pas du tout même, d'erreur historique. Simplement, Druon et son équipe insiste sur certains faits plus spectaculaires que d'autres. Quand Mao d'Artois interpelle Robert d'Artois en pleine Notre-Dame de Paris, en pleine messe, enfin bon, ce genre de truc. Ça s'est passé. C'est dans les chroniques, c'est dans les témoignages de l'époque. Et effectivement, Druon va mettre le focus sur ces éléments les plus spectaculaires. Voilà, mais ça m'a fasciné. Et ça débute, ne l'oublions pas, par le fameux bûcher sur lequel a été brûlé donc le dernier maître du temple, Jacques de Molay, et qui va maudire les rois de France jusqu'à la 7e génération. Alors là, quand j'ai écrit sur les Templiers, j'ai été chercher, et en fait, Druon en a rajouté. Mais il y a des témoins de l'époque, notamment un Italien qui était un marchand italien. Il y avait déjà une forme d'échanges commerciaux à l'époque très poussés. Et ce marchand italien était sur place. C'est le père de Boccace. Et il a transmis ça à son fils qui en parle dans un de ses écrits. Il a été témoin de ce fameux bûcher sur l'île aux Juifs à Paris, à tout près de Notre-Dame. Et il y a eu effectivement une harangue de Jacques de Molay au moment d'être brûlé, qui a dit je suis innocent, je proclame mon innocence. Et il n'a pas dit je maudis les rois jusqu'à la 7e génération. Ça, c'est une invention de Druon et de son équipe, mais ça m'a marqué, c'est très frappant. Et donc, effectivement, j'ai commencé à travailler sur les Templiers, déjà à l'époque, puisque mon frère cadet qui est ici m'a offert récemment un recueil de petits journaux que je publiais avec un ami qui, entre-temps, est devenu grand reporter, notamment pour le magazine Le Vif. Il couvre les guerres à travers le monde, etc. Et on faisait un magazine ensemble et qu'on vendait à la famille, aux cousins, tout ça. On emmerdait le monde comme ça. Mais donc, il était déjà un peu éditeur à l'époque. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué que j'avais publié dans ce magazine, je devais avoir 12 ou 13 ans, un feuilleton sur les Templiers, quoi. Donc, c'est vraiment un sujet qui me travaille depuis longtemps, et c'est le sujet sur lequel j'ai publié le plus d'ouvrages, puis j'ai publié 4 ouvrages sur ce sujet. Voilà. Mais donc il y avait l'histoire, mais et la bande dessinée, alors elle arrive à quel moment? Alors je suis un lecteur de livres de textes très tardif. Donc moi je lisais que des bandes dessinées. Voilà. Donc voilà, aux grandes dames de mes parents et de ma mère, notamment, dès que j'avais la grippe, je me retrouvais donc c'était la BD. Elle me filait des bouquins de texte et j'ai fini par accrocher. Après, je me suis rattrapé. Mais au départ, je lisais que de la BD. Je dessinais, je peignais, etc. Et donc voilà, c'est de nouveau un art mixte, la BD. C'est un médium tout à fait mixte. J'ai parlé au sujet de la bande dessinée d'images mots. C'est vraiment un mélange, une alchimie, un cocktail entre du trait, du dessin, qui se rapproche du pictural, si vous voulez, et de l'autre côté, des scénarios, des histoires et des mots. C'est très important. Et donc, dans la BD, c'est un travail d'équipe, généralement, entre un scénariste et un dessinateur, pour faire bref. Il y a quelques auteurs comme Hugo Pratt qui avaient les 2 métiers, mais la plupart du temps, c'est la rencontre entre un dessinateur et un scénariste. Donc ça veut dire vraiment une alchimie. Donc on est de nouveau dans l'ambivalence, dans le mélange des genres, quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a passionné. Et je suis toujours un lecteur de BD aujourd'hui. Ça continue de m'intéresser beaucoup. C'est pour ça que j'ai rêvé pendant des années d'écrire un jour un livre sur Hergé. Oui, mais justement, on peut aborder ce livre qui date de 3-4 ans, je pense, Hergé occulte, sous-titré La ligne sombre.
dans lequel tu décortiques finalement chaque album de Tintin à la recherche d'indices. On parlait tout à l'heure justement de ces secrets cachés et à la recherche de ce rapport d'Hergé à l'ésotérisme, à l'occultisme, au spiritisme. Ouais. Ce bouquin, il date déjà d'il y a un peu plus de 3-4 ans, mais c'est aussi un livre qui est en train de devenir petit à petit un ouvrage de référence. Et je vois que parce que tu le portes depuis bien longtemps. Oui. Ah oui, ça aussi. Depuis très longtemps, j'avais envie d'écrire un livre sur Hergé. Et puis je me disais, mais il y a plein de bouquins, il y a une foison, il y a une bibliothèque hergéenne géante. Et encore aujourd'hui, il en paraît à peu près une dizaine par an, quoi. Je veux dire, là, il y a un ouvrage qui vient de sortir, par exemple, sur l'amitié, rivalité entre Hergé et Jacobs, par exemple. Voilà. L'auteur de Blake et Mortimer, le créateur de Blake et Mortimer. Et donc, et puis je me disais, mais qu'est-ce que moi je vais raconter sur Hergé? je suis habité par un grand amour pour cette œuvre, et depuis l'enfance, depuis très longtemps, etc. Mais voilà. Et puis est arrivée la crise du Covid, et donc je me suis retrouvé confiné, comme beaucoup d'entre nous. Vous avez tous vécu ça. Et devant mon écran d'ordinateur, à un moment donné, tout d'un coup, j'ai eu le déclic. Et je me suis dit, mais moi, je m'intéresse... Ah voilà. Un grand merci. Je m'intéresse à l'ésotérisme depuis très longtemps, à l'occultisme, etc. Ce sont des choses qui m'interpellent, qui m'intriguent, que j'essaie de comprendre depuis fort longtemps. Et puis je me rends compte que c'était aussi le cas d'Hergé. Ça a occupé une très grande place dans sa vie et dans son œuvre. Voilà. Repenser à quelques albums, par exemple les albums peut-être les plus inquiétants d'Hergé, Les 7 boules de cristal et Le Temple du Soleil. Il y a énormément de magie là-dedans, de la magie noire même, des poupées qu'on torture, etc. Cette fameuse momie, etc. C'est vraiment, ce sont des albums assez inquiétants. Mais la magie est omniprésente, en fait, chez Hergé. Repensez à Tintin au Congo, par exemple. Il y a un épisode dans Tintin au Congo qui se joue avec les hommes léopards, des sorciers, etc. Voilà. Donc, j'ai été creuser tout ça. Et il se fait qu'entre-temps, j'avais travaillé pendant 17 ans dans la maison d'édition Casterman. C'est la maison qui publiait Tintin. Et j'ai pu rencontrer, non pas Hergé, malheureusement, parce que je pense que j'étais trop jeune quand il est décédé en 1983, mais j'ai rencontré énormément de ses collaborateurs, notamment Bob Demore. J'ai été l'éditeur pendant 10 ans de Jacques Martin, le créateur d'Alix, qui lui-même a travaillé près de 20 ans avec Hergé. J'ai publié des romans de Roger Leloup, le créateur de Yoko Tsuno, qui a travaillé lui aussi, je crois, au moins une quinzaine d'années avec Hergé. J'ai parlé avec ces gens à chaque fois. Souvent, d'ailleurs, ça les embêtait que je parle d'Hergé avec eux. mais ils se sont laissés aller à des confidences, etc. Et donc, ça a beaucoup nourri cet ouvrage. Et j'ai commencé à rédiger pendant cette crise du Covid, un chapitre après l'autre. C'est vraiment, il y a des livres qui viennent très difficilement, qui demandent un énorme travail. Par exemple, mon album sur la Deuxième Guerre mondiale, ça m'a demandé un énorme travail. Il y en a d'autres en préparation par la suite sur ce type de sujet. C'est un travail de documentation, de synthèse, de articuler les scénarios tout autour du monde pendant une période. C'est vraiment complexe. Mais ici, par contre, c'est venu là, vraiment. C'est très très rare, mais là, ça m'est venu très facilement. Et j'ai commencé à l'envoyer à un éditeur, qui est un éditeur très particulier en France, qui s'appelle Camion Noir, chez qui j'avais déjà publié un ouvrage sur la magie, quelques années auparavant. Ça leur avait bien plu, ça s'était bien passé, ils étaient contents des résultats. Et j'ai commencé à leur envoyer un chapitre, et un chapitre après l'autre. Et très vite, ils m'ont dit, mais ça nous intéresse, voilà, on a envie de le publier. Donc, voilà, j'étais très content de publier ça chez eux, parce que c'est un éditeur qui sent le soufre, comme ils disent. Camion Noir, ouais, quand même. Ils travaillent sur des domaines assez sulfureux. Et donc, je pense que c'était l'éditeur idéal pour ça. Et ça a été un de leurs grands succès. C'est un ouvrage qui est toujours un succès. Voilà. Et il y a quelques exemplaires qui circulent ce soir. Profitez-en, ceux que ça intéresse, parce que c'est un ouvrage qu'on trouve assez difficilement. Camion Noir, c'est un éditeur qui veut être indépendant, totalement indépendant, et donc ils vendent uniquement via Internet ou via les FNAC en France. On trouve leur ouvrage dans toutes les FNAC en France. Mais donc,
voilà, ici, la Maison de la Francité s'est procuré quelques exemplaires, donc profitez-en. Et moi, s'il en reste un, je le prends. Mais non, c'est un livre dont je suis particulièrement fier. Et je vois que, alors que les tintinophiles, et ceux qui publient sur Tintin, c'est un peu un précaré, une chasse gardée, ouh là 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 là, les amis d'Hergé, tout ça. Bon, d'ailleurs, il n'a pas eu de problème par rapport à ça. Alors, j'étais très très prudent. Venant de chez Casterman, je connais bien les personnes qui sont les ayants droit d'Hergé. J'ai été en contact avec Nick Rodwell, j'étais en contact avec la veuve d'Hergé, puisque quand j'étais éditeur chez Duculot, j'ai publié la correspondance d'Hergé. Donc voilà, en tant qu'éditeur, j'avais déjà eu voilà, ouais, c'est un ouvrage qui est recherché aujourd'hui par les collectionneurs. On trouve en seconde main. Et donc, j'ai vu que c'était complexe et qu'il fallait être extrêmement prudent. Donc, dans cet ouvrage, il y a beaucoup d'illustrations, mais ce sont des illustrations dont le copyright n'appartient pas à la Fondation Hergé. Par exemple, la couverture, voilà, c'est la fameuse statuette qui se trouve au musée du Cinquantenaire. Et c'était une des sources de documentation d'Hergé. Hergé est énormément... s'est rendu dans ces musées bruxellois et s'est inspiré de toutes sortes d'éléments. C'est un musée très très riche. Il y a d'ailleurs eu une exposition, j'en parle un peu dans le livre, qui s'appelle le Musée imaginaire d'Hergé, créé par Pierre Sterckx, que j'ai bien connu, qui était le conseiller personnel d'Hergé, parce qu'Hergé, à un moment donné, est devenu un amateur d'art et a acheté beaucoup d'œuvres d'art contemporain, et Pierre Sterckx était son conseiller privé. J'ai très très bien connu Pierre. On a beaucoup parlé de tout ça. Et donc, c'est d'ailleurs le premier biographe d'Hergé. Et donc, j'ai été très prudent. Donc, il y a beaucoup d'illustrations, mais aucune ne sont copyright Hergé. Pourquoi ? Parce que j'aurais pu entrer en contact avec la Fondation Hergé et dire, est-ce que vous me donnez les autorisations nécessaires, etc. Mais je ne le souhaitais pas. Exactement de la même façon, pour l'album Les Rois des Belges, les journalistes nous ont demandé, est-ce que vous êtes entré en contact avec le Palais ? Et la réponse, et ça c'est en complicité avec les éditions du Lombard, non. On ne souhaitait pas, alors qu'ils nous ont donné, je ne vous le cache pas, je peux vous le dire aujourd'hui, on est entre nous, l'accès aux archives, etc. Mais à partir du moment où on joue ce jeu-là, on va aussi avoir une dette et on va devoir présenter nos écrits, qu'il s'agisse des Rois des Belges ou d'un ouvrage sur Hergé. Or, je voulais travailler en toute indépendance. Donc, peut-être dire aussi parfois des choses qui pourraient déplaire. Voilà, ceci dit, le Palais, on a eu finalement une réaction. Il y a eu un retour du... Oui. Oui. Normalement, le Palais ne s'exprime pas sur le sujet, mais voilà, il y a eu une réaction par au-dessus, là, comme ça, mais donc elle n'est pas négative. Je peux vous le dire. Voilà. Donc, mais comme cet ouvrage, Les Rois des Belges, a eu un gros succès, eh bien, énormément de journalistes, et en particulier journalistes femmes, nous ont demandé à Jean-Philippe Thivet, mon co-scénariste et moi, et alors les reines. Je dis, elles sont présentes dans l'album. Oui, mais il y a moyen de faire mieux. Et donc, voilà, je peux vous le dire, ce soir, on prépare un album. On va se lancer dans un album sur les reines des Belges. Et là, de nouveau, le Palais nous a dit, on vous donne libre accès à toutes les archives. Et je pense qu'on va pas le faire. Parce que, de nouveau, en accord avec l'éditeur, le Lombard, on veut garder vraiment notre indépendance d'esprit et la possibilité d'écrire. Voilà. De la même manière, il y a des années, j'ai publié une biographie de De Grelle. Alors voilà, un sujet encore très sulfureux aussi. Et là aussi, j'aurais eu la possibilité... Je suis entré en contact avec des personnes qui sont liées à la famille de Grelle, etc. Mais ça, c'était hors de question pour moi d'avoir accès à... Bon, beaucoup de choses. J'ai été aidé notamment par le CG Soma, qui est un centre de recherche sur la Seconde Guerre mondiale, entre autres. Ici, près de la gare de Midi, ils ont des sources d'archives incroyables et j'ai pu bénéficier de tout ça. J'ai pas besoin d'aller chercher des choses du côté de la famille de Grelle. Ça m'aurait mis dans un rapport de suggestion, un rapport de dons et de contre-dons, un rapport d'endettement, et je voulais absolument pas entrer dans ce type de rapport. Voilà. Et donc, effectivement, dans ce livre, donc, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont acheté ce soir. Bon, il y a une foule, c'est assez passionnant, il y a une foule d'informations qu'on découvre, totalement passionnant, et
bien sûr. Oui, peut-être un petit mot sur le préfacier, Nouma Sadoul, que tu connaissais aussi. Alors, Nouma Sadoul, c'est une des personnes que j'ai rencontrées. Qui était proche d'Hergé. Voilà, alors lui, c'est le gars, il était tout jeune. En 72, il a rencontré Hergé à Bruxelles. Il est un des tout premiers à avoir eu l'idée d'interroger Hergé très longuement. Hergé a eu droit à des interviews, comme tous les auteurs, mais lui, il est venu trouver Hergé, il lui a dit « Je veux vous voir pendant des semaines ». Et donc, il a recueilli les confidences d'Hergé pendant des semaines, et ça a donné lieu à un livre qui s'appelle Tintin et moi, par Nouma Sadoul et Hergé, et où Hergé s'est livré comme il ne l'avait jamais fait. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, ce n'est pas un secret, la version que nous avons de ce livre n'est pas la version intégrale. Il y a des choses qui ont été coupées par la volonté d'Hergé, et on espère un jour avoir la version intégrale de cet ouvrage, mais où Hergé s'est vraiment confié comme il n'avait jamais fait. Donc ça reste une source aujourd'hui, pour comprendre mieux et connaître mieux Hergé, ça reste une source très importante, ces entretiens entre Nouma Sadoul et Hergé. Et j'ai eu la chance que Nouma Sadoul accepte de préfacer mon Hergé occulte, oui, tout à fait. C'est quelqu'un que j'avais rencontré à plusieurs reprises, à Bruxelles ou à Angoulême, en France, puisqu'il est français, il vit dans le midi de la France, quoi, dans le sud de la France. Mais ce qui est assez fascinant, c'est de constater, et tu fais un catalogue finalement de tous ces indices qui permettent d'aller dénicher l'intérêt d'Hergé pour l'occultisme, le spiritisme, mais en partant effectivement de cette d'Hergé enfant et du scoutisme, parce que tout démarre là quelque part. Ouais, le prélude du bouquin, c'est un épisode peu connu de la vie d'Hergé adolescent. Il avait 17 ans et il est avec un ami qui a 16 ans et il se retrouve à Tervuren, dans le parc de Tervuren, et ils vont faire des repérages pour un grand jeu scout. Et à l'époque, le scoutisme, c'est très important. Et dans la vie d'Hergé, ça a été très important. Hergé vient d'un milieu assez modeste, même s'il y a un secret de famille antérieur, il y aurait peut-être un lien avec l'aristocratie belge. Enfin bon, ça c'est particulier. Voilà. Ouais. Et donc, enfin, j'en parle un petit peu ici, parce qu'on en sait un peu plus là-dessus, et je dis sans doute, voilà, il y a le père d'Hergé et son frère jumeau, qui ont sans doute inspiré les deux Dupont, voilà, étaient sans doute des enfants naturels d'une grande famille belge. Et donc, Hergé se retrouve avec cet ami au parc de Tervuren, et pour lui, le scoutisme, il dit souvent, j'ai eu une enfance très grise, et c'est le scoutisme qui a mis de la couleur dans ma vie. C'était une façon de sortir du milieu familial, à des grands jeux ou avec toute une mythologie à l'époque, les Indiens notamment, quelque chose qui va marquer Hergé très profondément, toute la culture indienne, etc. C'est un mythe qui est très présent dans le milieu scout à l'époque. Et à un moment donné, ils font leur repérage et ils arrivent devant un arbre où il y a un pendu. Et donc Hergé sort son couteau scout qui s'appelait le Gilwell. J'ai retrouvé le nom. Pourquoi ? Parce que Baden-Powell était Lord of Gilwell, et donc du coup on a donné le nom des couteaux scouts à l'époque, on appelait les Gilwell, et il a coupé la corde du pendu, il l'a dépendu, et ils ont décidé, lui et son ami, ils avaient quelques rudiments de secourisme, de faire le bouche à bouche pour redonner vie à ce pendu, et puis ils se sont aperçus que c'était quelqu'un qui était en état de putréfaction déjà. oui. Et donc Hergé a dit à son ami, écoute, va chercher la gendarmerie à l'époque, et moi je reste ici près du mort. Donc, alors, on ne sait pas ce que Hergé a pensé. Il est resté près de ce cadavre, ça a duré des heures. Qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit ? Nous ne le savons pas. Et il s'est jamais. C'est quelqu'un de très secret. Hein, il ne s'est jamais exprimé à ce sujet. Ce qui est intéressant, et ça, par contre, on en sait plus. La gendarmerie est venue, ils ont ramassé le corps, etc. Et puis, le lendemain à l'école, en l'occurrence c'est le collège Saint-Boniface, Hergé s'est amené avec la corde du pendu. Il faut savoir qu'il y a une superstition autour de la corde des pendus, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui est censé porter bonheur. Et je rapporte dans l'ouvrage quelques légendes à ce sujet, n'est-ce pas ? Et Hergé a commencé à raconter l'histoire. Donc ça c'est intéressant, voilà. Il en a fait déjà un premier feuilleton. Et puis, il a sorti la corde de sa poche et il a vendu les morceaux de la corde à
à ses petits camarades de classe, quoi. Et la corde s'allongeait au fil du temps. Donc voilà, comme j'ai dit dans l'ouvrage, il a tiré sur la ficelle, et donc il a déjà usé d'une histoire pour la partager, la vendre. C'est tout à fait étonnant. Je trouve c'est vraiment très très intéressant, quoi. Et voilà, et cette ficelle se poursuivait comme ça au fil du temps. Voilà, c'était 10 centimes le petit morceau. Voilà, un premier feuilleton d'Hergé, tout jeune, 16-17 ans, quoi. C'est tout début dans la fiction et le feuilleton à suspense. Vous voyez le genre de choses qu'on peut apprendre dans ce livre. Donc effectivement, il en reste quelques-uns, ruez-vous, parce que vous pensiez peut-être connaître Hergé, mais non. Alors, mais c'est assez fou. Un élément aussi où je pense avoir trouvé la solution d'une énigme, mais là je m'avance, et on peut toujours en tant qu'auteur, en tant qu'essayiste, s'avancer et faire une hypothèse, à condition de la présenter comme telle. Mais il y a quelque chose, le premier Tintin que j'ai lu, et les gens qui aiment bien Tintin se souviennent du premier Tintin qu'ils ont lu. Voilà, moi le premier Tintin que j'ai lu, je m'en souviens très bien, c'était dans une grande maison en Brabant wallon, à Orpe-le-Grand en l'occurrence, chez une tante, la sœur de ma grand-mère, et il y avait cet album. C'est la première fois que je tombais sur un album de Tintin, et c'était sous l'orage, je me souviens très bien, et c'était le Lotus bleu. Et là, boum, je pars en Chine, quoi. Hein. C'est incroyable, parce qu'Hergé nous a fait voyager, même jusque sur la Lune, alors que lui-même, de son vivant, quand il réalisait ses albums, il n'a jamais voyagé. Hein. Donc c'est purement de l'imagination et de la documentation. C'est le mélange des deux. Et c'est seulement à la fin de sa vie, alors qu'il avait quasiment achevé son œuvre, qu'il est parti faire quelques voyages, notamment aux États-Unis. Il a voulu aller à la rencontre des Indiens, notamment. Mais donc, je vois ça, et il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué dans cet album, c'est la fameuse phrase de Didi, qui est devenu fou, et qui s'attaque notamment à Tintin, et qui dit « Il faut que je vous coupe la tête pour vous montrer la voie ». Et c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. En même temps, Didi est un personnage positif. Hein. Il est fou, mais souvent, les fous dans la littérature... chez Shakespeare, notamment, dans Hamlet, et il y a beaucoup d'autres cas, sont des gens qui ont... C'est aussi le cas dans la Bible. Hein. Les fous ont un accès à une sagesse supérieure, incomprise des êtres humains normaux. Ce sont des personnages qui ouvrent des portes. Et donc, ça m'a taraudé pendant des années, cette affaire. Et je pense avoir trouvé la solution, la clé de l'énigme. Très curieusement, quelqu'un qui m'a beaucoup passionné et qui s'intéresse aussi énormément à l'occulte, c'est David Bowie. Voilà, David Bowie est un grand lecteur, et c'est quelqu'un qui emmenait avec lui, il s'était fabriqué une petite bibliothèque artisanale qu'il emmenait avec lui en tournée, une espèce de tourniquet d'ailleurs. Et il y a, à un moment donné, il y a eu une grande exposition au Victoria and Albert Museum autour de Bowie, et lui-même a fait parvenir à ce moment-là, par fax, la liste des 100 ouvrages qui l'ont le plus marqué dans sa vie. Et il y a un philosophe britannique qui a éprouvé le besoin de parler de ces 100 ouvrages. Qu'est-ce que c'était que ces 100 ouvrages? Et j'ai commencé à lire le bouquin de ce philosophe, ça m'intéressait, parce que j'ai énormément de respect et d'admiration pour David Bowie. Et j'ai commencé à lire ce bouquin, et tout à coup, je suis tombé, un des 100 ouvrages. C'est très curieux, c'est un ouvrage écrit par un philosophe d'origine anglo-saxonne et qui s'appelle « Vivre sans tête ». Et Bowie s'est beaucoup intéressé au bouddhisme. Vous voyez, on est en Extrême-Orient, comme dans Tintin et le Lotus bleu. Et un jour, ce type-là, dans les années 40, il est en voyage en Extrême-Orient et il a une espèce d'illumination. Et il se dit, mais en fait, nous vivons sans tête. Alors voilà, nous pouvons faire l'expérience. Moi, je vois votre tête, à vous tous là, mais est-ce que vous voyez la vôtre? Non, vous la voyez pas. Vous voyez votre corps, vous voyez vos bras, vos mains, le micro, là, tout ça, la chemise, tout, mais on voit pas notre tête. Et donc il dit, qu'est-ce qu'on voit à la place de la tête? On voit le monde, on voit l'altérité, ce qui n'est pas moi. Et donc c'est ça, vivre sans tête. C'est vraiment une illumination. Et très curieusement, on retrouve dans la tradition
extrême-orientale, énormément de passages, notamment dans le bouddhisme zen, mais aussi dans le taoïsme, qui parlent de ça, qui disent pour avoir accès à la réalité, il faut couper la tête. Et là, je me suis dit, mais on y est, c'est ça. Je vais vous montrer la voie, mais pour ça, il faut d'abord que je vous coupe la tête. C'est vraiment, je résiste pas. Je vais citer peut-être un passage. C'est vraiment tout à fait troublant. Voilà. Cette chose-là est comme un grand feu. Si l'on s'en approche, on est sûr d'avoir le visage brûlé. Ou encore, c'est une épée sur le point d'être tirée du fourreau. Une fois qu'elle est dégagée, on peut être sûr de perdre sa vie. Ici brille la précieuse épée et sa destination est de couper la tête. Voilà, ça c'est un passage qui date de 1089, 1163 de notre ère, dans la tradition bouddhique, zen. Voilà, mais il y a d'autres passages. Les koans du zen sont des échanges, des petits dialogues comme ça entre un maître et son disciple. Lungya demanda « Si je menaçais de vous couper la tête avec l'épée la plus aiguisée qu'on pût trouver au monde, que feriez-vous » Le maître rentra sa tête dans ses épaules. Lungya dit « Votre tête est coupée ». Le maître sourit. Voilà. Et encore une autre, le poète soufi. Alors là, on est du côté arabe. Hein. Rumi, c'est quelqu'un qui est un grand poète qui appartient au courant soufi. Donc c'est un courant ésotérique de l'islam. 1207-1273, 13e siècle. Décapite-toi, dissous ton corps entier dans la vision, deviens vision, vision, vision. Voilà. Et il y a d'autres passages encore que je cite dans l'ouvrage. Mais je me suis dit, là, je pense qu'on touche peut-être à la réponse de ce que c'est que cette voie. Et il faut savoir qu'Hergé a rencontré à Bruxelles un jeune chinois, Chang, lors de la réalisation du Lotus Bleu, qui lui a appris énormément de choses, notamment sur la sagesse chinoise, puisque ce type-là était un étudiant à l'Académie des Beaux-Arts qu'on a présenté à Hergé en lui disant il faut que vous vous documentiez sur ce que c'est que la Chine. Et Hergé a dit ça a été beaucoup plus loin que la documentation. On sait qu'il y a des inscriptions en chinois dans l'album Le Lotus Bleu qui sont le fait de Chang et qui ont toute une signification, mais ça va plus loin que ça. Donc c'est vraiment une initiation qu'a reçue Hergé à l'époque. Tu évoquais les fous, d'ailleurs. Ouais. Peut-être un des personnages qui aurait pu inspirer Tintin, c'est Albert Londres. Tu le cites aussi. Tout à fait. Journaliste qui d'ailleurs a fait des reportages dans les asiles de fous. Oui. C'est certainement un des modèles de Tintin. Ça a été un très grand journaliste, ça a été un best-seller à l'époque, on l'a un peu oublié aujourd'hui. Albert Londres, c'était un journaliste français et il a pratiqué le journalisme d'investigation, vraiment avant les grands journalistes américains ou autres. On est dans les années 1900, 1920 et ça va très loin. Et notamment Albert Londres, j'ai pu retrouver un de ses ouvrages qui s'appelle Chez les fous. Il s'est fait interner, il s'est fait passer pour fou et il a réussi à se faire interner. Alors c'est un ouvrage extraordinaire parce qu'il a découvert que le régime dans les asiles était un régime inhumain et que donc on traitait les fous, mais c'était vraiment de la maltraitance. C'était horrible et donc plutôt que de les guérir, on les maltraitait. Et cet ouvrage a eu un tel impact qu'il a poussé les autorités en France à ce moment-là à réformer la façon de procéder dans les asiles. Donc vous voyez l'impact de ce journaliste. Bon, il y a beaucoup d'autres exemples, mais puisqu'on parlait de folie, c'est un des exemples. Et donc voilà, un travail extraordinaire, Albert Londres, qui va d'ailleurs mourir, je me souviens bien, lors d'un reportage sur un bateau qui fera naufrage. Enfin bon, c'est un aventurier à la Tintin, quoi. Donc c'est quelqu'un qui veut aussi découvrir le dessous des choses. Voilà, c'est ce qui te fascine chez Tintin, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Mais Tintin, c'est ça. Hein, c'est quelqu'un qui découvre des complots, notamment. Hein. Pensez au cigare du pharaon. Hein, il s'introduit dans une société secrète et il découvre qu'il y a tout un trafic de drogue dissimulé dans des cigares, etc. Enfin, c'est très particulier. Donc, Tintin, Hergé, c'est un complotiste. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on découvre les coulisses et on les dévoile, quoi. Hein.
comme le faisait Albert Londres. C'est ce travail-là, quoi. Bon, il y a évidemment tout un passage également sur les relations avec De Grelle, avec oui, ils se sont bien connus, oui, tout à fait. Le fameux abbé Wallet, hein, qui est à l'origine aussi peut-être une figure importante aussi pour Hergé dans son évolution. L'abbé Wallet, donc, c'est le directeur du grand journal catholique à l'époque à Bruxelles, qui avait ses bureaux au boulevard Bischofsheim, dans un bâtiment, un immeuble impressionnant. Et c'était un homme de haute taille qui appréciait le bon vin, un personnage, et qui a engagé en 1927 Hergé. Hergé qui n'a pas fait d'études, hein, donc qui à l'époque est très très jeune, hein, il a une petite vingtaine d'années, et il l'a engagé d'abord pour faire des illustrations dans son journal, quoi, hein, le XXe siècle. Et très vite, il se rend compte que le garçon est très doué, très travailleur, et il va lui confier la réalisation d'un supplément pour la jeunesse dans le journal Le XXe siècle qui s'appellera Le Petit XXe. Et c'est lui, l'abbé Wallet, qui va dire mais on va créer un personnage de reporter du Petit XXe et on va l'envoyer en URSS. C'est Tintin chez les Soviets, 1929. Voilà, la première aventure de Tintin. Tout ça, c'est l'abbé Wallet, c'est le mentor d'Hergé. Et l'année suivante, 1927, il engage Hergé. 1928, il engage Léon de Grelle au sein de son journal. Et pourquoi ? Parce qu'il avait été fasciné, Wallet, il y avait eu une exposition tout près du boulevard Bischofsheim sur la révolution bolchevique, n'est-ce pas ? Et il y a une série de jeunes qui sont venus vandaliser l'exposition. Et un de ces vandales n'était rien d'autre que Léon de Grelle, étudiant à Louvain à l'époque. Voilà, opposant au communisme, etc. Et Wallet a trouvé ça fascinant. Il a voulu recevoir ces jeunes dans les locaux du journal Le XXe siècle. Il les a félicités pour leur action, etc. Il faut se dire que Wallet, c'est quelqu'un qui, par exemple, en 1923, s'est rendu en Italie lorsque Mussolini a pris le pouvoir en Italie. Hein. Et il avait sur son bureau une photo dédicacée de Mussolini. Hein. Donc on voit où on est. Hein. Et donc, De Grelle et Hergé vont très très bien se connaître. Il y aura des conflits entre eux, mais c'est des conflits d'ordre matériel, mais sinon c'est une véritable amitié, quoi, hein. Ça c'est tout à fait clair. Et d'ailleurs c'est De Grelle à un moment donné qui va se rendre au Mexique pour un reportage et qui va ramener à Hergé des comics américains qu'on ne trouvait pas en Europe à l'époque, hein. Donc les comics, c'est des bandes dessinées, les comic strips américains que Hergé admirait. Donc il y a là toute une relation. Et Hergé dira, l'abbé Wallet, c'est l'homme le plus important dans ma vie. Il va épouser la secrétaire de l'abbé Wallet, Germaine Kikens, la première femme d'Hergé, c'est rien d'autre que la secrétaire de l'abbé Wallet. Et donc voilà, il va rester un fidèle de l'abbé Wallet qui à un moment donné sera éloigné de la direction du XXe siècle par le parti social-chrétien, parce qu'on va le juger de plus en plus extrémiste. Hein. Un type qui glisse, qui vire de plus en plus anti-parlementariste. Et à un moment donné, il va accuser la corruption dans le gouvernement belge, notamment au niveau des travaux publics. Et donc le secrétaire des travaux publics va se rendre dans les locaux du XXe siècle, boulevard Bischofsheim, et il va gifler l'abbé Wallet. Hein. Et donc ça, c'est une gifle qui va avoir un écho à travers toute la Belgique à l'époque. Et donc la direction du Parti social-chrétien va dire, bon, maintenant ça suffit avec cet abbé Wallet, là il est beaucoup trop bruyant, et on va le mettre conservateur de l'abbaye d'Aulne. Et voilà. Mais Hergé lui a toujours gardé son amitié, et notamment pendant la guerre où l'abbé Wallet a soutenu Léon de Grelle pendant la guerre, alors qu'entre-temps de Grelle était devenu collaborationniste avec l'occupant. Hergé va continuer à fréquenter l'abbé Wallet, c'est certain. Et la femme d'Hergé, ça, comme je me suis beaucoup intéressé à De Grelle, la femme d'Hergé va se rendre après la guerre en Espagne à plusieurs reprises chez De Grelle. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Bon, Hergé est plus prudent, hein, mais c'est un garçon prudent. Mais il garde son admiration pour De Grelle. Hein. Donc De Grelle, après la guerre, publie différents ouvrages, notamment sur la campagne à l'Est avec la Légion Wallonie, légion de volontaires engagés en collaboration avec la Wehrmacht pour combattre le bolchevisme sur le front de l'Est. Et après la guerre, De Grelle publie un ouvrage là-dessus, hein, la campagne de Russie, et Hergé va se le procurer, et c'est un ouvrage interdit à la vente en Belgique, hein, faut le savoir. Et c'est publié d'ailleurs à Alger, si je me trompe, je me suis procuré.
Et on a la lettre d'Hergé à l'éditeur en disant, quand même, il faut reconnaître qu'il a été héroïque et admirable au sujet de Grelle. Donc, il a gardé assez longtemps. Il est très fidèle en amitié, Hergé. Au fond, en t'écoutant, je me rends compte que ce qui te passionne peut-être le plus, ce qui est passionnant, ce sont finalement les personnages historiques avant les événements. Car finalement, ce sont eux qui... S'il y a secret quelque part, il faut que le secret soit entretenu par des personnages. Oui. Alors, je suis un grand admirateur de Jules Michelet, l'historien français romantique, qui disait, voilà, moi, mon objectif avec l'histoire, c'est la résurrection. C'est redonner la vie à des personnages. Donc, je m'intéresse au système, aux structures, aux événements, mais derrière tout ça, il y a quand même des êtres humains. Des destinées qui sont des romans. C'est quand même les êtres humains qui font l'histoire. Bien sûr. Voilà, c'est pas purement abstrait, quoi. Je dois dire. On le voit bien aujourd'hui, bien sûr. Par exemple. Donc il y a des interactions avec la systémique, c'est sûr, mais il y a quand même des êtres humains. Voilà, une fois qu'ils prennent le pouvoir ou une forme de pouvoir, ils peuvent accomplir un certain nombre de choses, quoi. Donc que ce soit Churchill ou De Grelle ou Adolf Hitler. Donc effectivement. C'est ça qui est passionnant, c'est d'essayer de comprendre comment ils ont fonctionné, pourquoi ils ont agi, de quelle façon, quoi. Voilà, notamment c'est le cas d'Hergé. Hergé qui, je tiens à le dire aussi, après la guerre, bien après la guerre, dira « je me suis trompé, j'ai cru ». Il le dira un jour, il va se confier, parce qu'il va être très très prudent sur le sujet après la guerre, parce qu'il a fait quand même 2 nuits en prison après la guerre. Bon. J'ai occupé le bureau, quand j'étais directeur des éditions du Lombard, j'ai occupé le bureau de Raymond Leblanc. Raymond Leblanc, c'est un douanier belge qui était un grand businessman, mais qui faisait partie de la résistance et qui a sauvé la mise à Hergé après la guerre, en créant le journal Tintin. C'est ça le bureau, vous voyez, Gare du Midi avec Tintin et Milou au-dessus, là. C'est là que ça se passait. Et donc, voilà, Hergé, à partir de là, va devenir extrêmement prudent, même si juste après la guerre, il a pensé s'exiler en Amérique latine, notamment en Argentine, où il était en contact, son correspondant sur place, c'était un des anciens lieutenants de Grelle, qui lui a vécu toute la fin de sa vie en Espagne franquiste, sous la protection de Franco. Mais donc Hergé devient très discret à ce sujet, mais des années plus tard, il dira quand même dans un magazine des Pays-Bas, un magazine néerlandais, j'ai retrouvé la source, je la cite dans l'ouvrage, je me suis trompé. J'ai cru dans l'ordre nouveau, et c'était une erreur de ma part. Voilà. Et donc il va s'éloigner de ça, et donc c'est quelqu'un qui va évoluer aussi, et qui va s'intéresser de plus en plus, comme je le disais, à quelque chose qu'il avait découvert avant la guerre, mais qui était la philosophie extrême-orientale. Voilà. Et le testament politique d'Hergé, je pense qu'on le trouve dans un de ses tout derniers albums, c'est Tintin et les Picaros, qui se déroule en Amérique du Sud, où on voit une dictature céder la place à une autre dictature. Et donc on est avec quelqu'un de très désabusé, de très sceptique, je dirais, par rapport à des changements politiques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc on voit bien que le régime change de bord. On est dans une dictature, on est en pleine guerre froide. On est une dictature évidemment proche, à un moment donné, des États-Unis d'Amérique, et puis une dictature proche de l'Union soviétique. Mais on voit les gens qui vivent dans les favelas, misérablement, et pour eux, rien ne change, en fait, en réalité. Donc voilà, ça je pense, c'est le testament politique d'Hergé. C'est un testament vraiment très désabusé par rapport à ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a cru dans l'ordre nouveau, comme il le dit, dans une possibilité de changement politique, durant l'occupation, et puis après qui a vraiment cessé de croire dans la politique. Moi je pense que c'est devenu une forme d'anarchiste, en fait, Hergé, au fil du temps, quoi. Voilà. Mais bon. Mais alors voilà, on pourrait évidemment continuer. J'avais encore beaucoup d'autres livres que je voulais aborder avec toi, Arnaud. Mais on aura peut-être l'occasion aussi d'en parler après le repas, puisque vous connaissez la formule, peut-être certains d'entre vous. Nous allons maintenant passer au repas, et puis
En fin de repas, on aura la possibilité de dialoguer avec vous pour revenir sur certaines choses qu'on a évoquées. Avec plaisir. Et je garde la petite surprise de l'annonce du prochain livre qui est ici pour tout à l'heure, donc au moment du dessert. Voilà. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci Arnaud, en tout cas, pour cet échange. Merci, bon appétit. On se retrouve tout de suite après. Maison.